Ce soir, c'est José qui va nous parler, José Carpentier, qui est un membre assez nouvel de l'association, qui n'a jamais assisté à une soirée témoignage, puis qui n'a pas une habitude très grande de parler en public. Mais comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas une présentation d'image, c'est une présentation de contenu. C'est son cœur qui va parler. José rêve des chemins depuis très longtemps, mais comme beaucoup de gens, la vie, le travail, la famille, etc., a fait qu'elle a toujours reporté son projet, même qu'elle l'avait peut-être comme mis en sourdine. Mais l'hiver passé, il y a eu un déclic, et puis l'appel du chemin était tellement fort qu'elle a décidé de partir seule sur le Camino français, le Camino Frances. Mais ceci étant dit, elle aurait fait n'importe quel camino que son témoignage de ce soir serait pas mal pareil. Parce que ce n'est pas un itinéraire physique qu'elle va nous décrire. Son témoignage, c'en est un de confiance, d'espoir, de résilience, avec, à travers tout ça, une touche de spiritualité. Son camino lui aurait donné, ça je coquille quasiment ces mots, lui aurait donné le goût de mordre dans la vie à pleines dents. J'en dis pas plus. José. Un jour, en 1996, mon amie Sylvie, qui est ici présente, me prête un livre. C'est Le Pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho. Ce livre m'a beaucoup impressionné et aiguisé ma curiosité à parcourir le chemin. Avec le quotidien, mes 3 jeunes enfants, j'ai fini par oublier ce rêve. Jusqu'au jour où, en février dernier, je vois sur Facebook, en déroulant, une amie du secondaire qui partait pour faire le chemin, le Camino Frances. Je me suis dit, wow, c'était mon rêve, ça. Puis là, j'étais figée, assise sur le divan, en me disant, wow, OK, je pense que là, il faut que je parte. C'est là ou maintenant. Je book même, la même journée, je book un billet d'avion, c'est un petit peu intense, je book un billet d'avion aller-Saint pour le 22 avril. Ottawa-Paris, Paris-Biarritz. Au diable des obligations familiales, j'ai quand même une petite fille de 12 ans que je garde à la maison. Mais l'appel du chemin était trop fort, je voulais me retrouver seule avec moi-même. J'avais aucune connaissance de l'association. Pas d'équipement, pas de préparation, sédentaire, en arrêt de travail depuis 3 ans et en surplus de poids. Mais j'étais consciente que c'était pas mal fou, mon projet, mais je n'avais pas peur, puis tout me paraissait réalisable. J'ai communiqué avec Sylvie, que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années, pour lui dire que finalement, j'étais pour partir faire ce chemin-là 30 ans plus tard. C'est Sylvie qui me parle de l'association. Je m'inscris immédiatement. Là, c'est là que j'ai repris goût. J'étais euphorique, j'avais un but, j'étais tellement intense pour moi et pour mon entourage que j'ai même appelé mon médecin pour lui dire « Je veux me faire baisser mes antidépresseurs que je prends depuis 3 ans. » Puis, on le fait pour finalement plus en prendre à la date de mon départ. Puis encore aujourd'hui, j'en prends pas. Je me présente à ma première marche un beau samedi. Une chance à donner comme ça. C'était un samedi parce que mardi, c'était plus intense. J'ai trouvé ça intense, puis c'était un samedi matin du mois de mars. Mon aventure commence. J'avais 6 semaines devant moi à me préparer. Quand il y en a qui prennent des fois 1 an. Je suis pris en charge rapidement par les membres du groupe. Je suis bombardée d'informations pertinentes. Je vois qu'ils croient en moi. Sans jugement, puis ça me fait vraiment chaud au cœur, vraiment. J'avais trouvé un sentiment d'appartenance à un groupe. Les anges Camino sont ici autour de moi ce soir. Je vais vous parler aussi de mes rêves, de mes expériences que j'ai vécues. J'ai commencé à aborder le côté du chemin comme tel, les épreuves, comment on doit se préparer, affronter, et je vais aussi poursuivre avec un volet un peu plus spirituel. Comme
Comme je n'avais pas de billet de retour, j'avais tout mon temps pour faire le chemin. Finalement, ça va m'avoir pris 45 jours. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on voit dans tous les livres 30 jours, 32 jours, toutes les étapes, ça se fait. Je l'ai fait, mais en 45 jours. J'ai commencé par prendre 2 nuits à Saint-Jean-Pied-de-Port, que je conseille, que j'avais réservé avant de partir. Au fond, j'avais aussi réservé 3 autres nuits, mais ma 3e réservation, finalement, je n'ai pas eu à m'en servir. J'étais arrivée au village que j'avais réservé pour me rendre compte que j'étais correcte pour marcher. J'ai été à mon auberge, je leur ai dit, savez-vous quoi, donnez ma chambre, là, je ne serai pas ici. S'il y a quelqu'un, un pèlerin qui arrive, qui n'a pas de lit, il n'y aura pas besoin de payer, moi je continue. Là, pour tout ça, pour savoir que, bon, c'était vraiment un avantage pour moi de ne pas avoir de réservation, car je ne savais jamais combien de kilomètres je pouvais faire dans une journée. Puis, je voulais aussi profiter de chaque village, ainsi que des paysages à mon goût. Il faut savoir que les gîtes municipaux et paroissiaux, où j'ai dormi la majorité de mon temps, de toute façon, ne prennent pas de réservation. Par contre, je dois vous avouer qu'à un moment donné, j'ai eu peur de dormir dehors. Je ne savais pas qu'à l'époque, plusieurs gîtes gardent des lits d'urgence pour les pèlerins qui ont plus de place à aller. J'ai une amie d'Ottawa qui a voulu m'aider à un moment donné. Elle m'a réservé un lit dans un gîte pour me rendre compte que le gîte n'était pas directement sur le chemin comme tel. J'avais 600 mètres de déviation à faire. Ça a été fini pour moi, les réservations. Jusqu'au dernier 90 km où, encore là, j'avais fonctionné avec des réservations parce que j'avais rencontré une amie du Camino que j'avais liée d'amitié à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis qu'on s'est rencontrés, puis elle avait fait toutes ces réservations. Fait que les derniers 90 km, je l'ai suivi. Mais encore là, j'ai regretté. J'aurais aimé mieux choisir moi-même au fur et à mesure quand on voit les endroits. Je n'ai pas la prétention, c'est vrai, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la bonne façon, sans réservation, mais pour moi, ça fonctionnait. J'avais confiance en chemin, puis cela m'a permis de déposer mon sac où cela me convenait. J'avoue que j'ai quand même dormi dans 3 hôtels durant mon parcours, Pampelune, Burgos et Sahagún. Mais encore là, j'ai regretté, parce que c'est les contacts avec les autres pèlerins, les soupers communautaires qui m'ont le plus manqué. Mais je dois avouer, par contre, les toilettes à moi toute seule, puis les beaux draps doux, blancs, ça, j'ai aimé. J'avais décidé de dormir dans des hôtels, il faut que je vous dise, à ces endroits, car il faut savoir que dans les gîtes où je dormais, il y a un bémol. Dans les gîtes municipaux ou paroissiaux, il y a des bémols. Bien, il y a un bémol. Dans les gîtes, c'est la qualité du sommeil qui en prend un coup. Il faut que vous soyez avertis. Cela prend plusieurs nuits à s'habituer à dormir dans des dortoirs, côte à côte, avec des étrangers qui sont parfois bruyants, avec leurs petits sacs en plastique, où ils parlent fort. Ça ronfle, puis il y a des odeurs qui se dégagent des fois. Fait que là, je me disais toujours, pourquoi que les ronfleurs tombent-ils endormis les premiers? C'est toujours eux autres qui tombent endormis. Vive les bouchons d'oreilles. Si vous partez, prenez-vous des bons bouchons d'oreilles. Je conseille ceux avec la cire. Cela a travaillé, par contre, ma tolérance. Hein? Il faut être tolérant. Le partage de toutes les toilettes, les douches, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut que vous sachiez qu'on est plusieurs dans les dortoirs, très peu de douches et de toilettes. Donc, j'ai travaillé ma patience, attendre dans la file. Et la météo m'a fait travailler ma résilience. Mieux vaut danser sur la pluie. Par ailleurs, j'ai aimé les journées de pluie. J'étais toujours heureuse et ensoleillée dans ma tête. Avec un bon imperméable, c'est agréable de marcher sous la pluie. On découvre différentes odeurs. Puis la luminosité aussi est différente. Revenons maintenant à mon arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est une bonne idée de passer 2 nuits à Saint-Jean-Pied-de-Port avec le décalage horaire, je vous le conseille. Puis cela a permis aussi de visiter le village et d'avoir mon premier bain d'histoire. Il faut dire que moi, j'ai toujours aimé les cours d'histoire. Puis j'ai été gâtée. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes sont au rendez-vous durant tout le chemin. Les dénivelés dans des sentiers rocailleux et boueux ont été mes premiers obstacles. Le froid et la pluie n'ont pas aidé non plus. J'ai aimé la pluie, là, mais
Il faut dire qu'il faut être beaucoup plus prudent quand il pleut pour marcher dans les chemins rocailleux, parce que c'est glissant. À un moment donné, ce que je prenais pour des montagnes sont devenus des buttes. Les bâtons m'ont sauvé à plusieurs occasions, autant dans les montées que les descentes. Et moi, les bâtons, il y en a certains qui peuvent être témoins, je n'étais pas très habile. Comme vous savez, je ne connaissais rien dans les marches. Puis là, ils me donnent des bâtons. Je fais tu marches avec des bâtons. Je ne savais pas. Je frappais le monde en arrière. Je me tournais. Mais j'avoue que je me suis dit, c'est des gens qui ont de l'expérience. S'ils disent que c'est mieux avec des bâtons, je vais y aller avec des bâtons. Je les ai achetés à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais ils m'ont vraiment sauvé la vie. Vraiment. Je ne vous mentirai pas en disant que des fois, c'est vrai, je n'étais pas certaine de continuer mon chemin avec une entorse, une tendinite puis une ampoule, qui en passant m'ont obligé de rester immobile pour quelques jours et prendre un taxi pour environ une dizaine de kilomètres pour aller au village suivant. Je vais avoir pris aussi un autre taxi un peu plus loin quand j'ai eu un malaise. Il y a un gentil pèlerin qui m'a appelé un taxi pour que je termine mon étape de la journée qui me restait 7 kilomètres. C'est que ça m'est arrivé 2 fois. Je le mentionne, les taxis, parce que il y en a des gens qui veulent dire ah, ben là, il ne faut pas prendre le taxi, mais moi, je l'ai pris 2 fois, puis c'est bien là, de le prendre le taxi. Il ne faut pas avoir d'être gêné ou ça m'est arrivé, moi, de le prendre. Bon. Honnêtement, c'est seulement arrivé à Shagun, à moitié chemin, que je me suis dit, wow, je pense que je vais être capable de le faire. Ça me surprend, mais non, c'est là, à Shagun, que je me suis dit, sais-tu quoi, Josée, tu vas le faire au complet, finalement, le chemin. Et j'avais raison. 20 jours plus tard, j'étais devant la majestueuse cathédrale de San Diego. Le chemin n'a pas été toujours évident pour moi à trouver. Je pense que j'étais trop dans mes pensées. Il faut dire que j'ai fait le chemin sans application, mon téléphone, c'était mon appareil photo. Je me fiais seulement à des flèches jaunes. Je me suis égarée aussi, mais je me disais, j'aime mieux, ça fait des siècles et des siècles que les gens marchent ce chemin-là, puis il n'y avait pas d'application, puis les gens ils ont venu à bout de se rendre à San Diego. Donc, j'ai voulu le faire sans application. Mais comme je vous dis, je me suis égarée du chemin à quelques occasions. Mais on demande à des locaux, ils sont super gentils avec nous, sont patients, puis ils nous indiquent avec un peu d'espagnol, qu'on sait 2-3 mots, on peut facilement se débrouiller là-bas. C'est toujours les derniers kilomètres qui ont été pénibles pour moi. Des fois, je me disais, en entrant dans le village, « Oh mon Dieu, je ne serai jamais capable de marcher demain, là. Je suis à bout. Je suis certaine que je vais rester, je pense, 2 nuits ici. Il faut que je me trouve une place. Parce que souvent, les auberges, on ne peut pas dormir 2 nuits consécutives. Hein? Il faut sachez ça, c'est une nuit, il faut que ça passe. J'ai dit, comment je vais faire? Je ne serai jamais capable. Mais après la douche, que je soupçonne que c'est de l'eau bénite, et une nuit de sommeil, miraculeusement, le lendemain matin, je pouvais continuer sans aucune douleur. J'étais comme, wow! C'est la beauté du paysage qui me donnait des ailes, je crois. Le contact avec la nature me donnait des forces. Et puis, j'avais hâte de découvrir d'autres aventures. Le chemin était parsemé de plusieurs charmants petits villages, entrecoupés de grandes villes qui ont toutes leurs propres histoires à raconter. Avec leurs propres chapelles, leurs églises, leurs cathédrales, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. J'ai été émerveillée à la puissance 10. J'ai toujours quelque chose de nouveau à admirer à tous les 5 minutes. Tellement que, vous savez, je faisais un post sur mon Facebook. Ça, c'est une autre fois quand je me servais de mon téléphone, les photos, puis envoyer les photos pour les partager. Puis c'est marqué « Quoi de neuf? » Mais là, je me disais, mon Dieu, ils vont-ils arrêter? J'ai quelque chose de neuf à tous les 5 minutes. C'est du harcèlement, ça frise le harcèlement pour mes amis Facebook qui sont ici au Canada. Le chemin est aussi parsemé de fleurs et d'odeurs différentes tout le long du parcours en passant par des herbes fraîchement coupées aux eucalyptus. Parfois, je pouvais m'arrêter 1 heure ou 2, ou même, ça a déjà arrivé 3 heures, pour juste écouter, regarder, toucher et sentir mon environnement. J'enlevais mes souliers, je marchais dans l'herbe fraîche. C'était vraiment un beau contact. Je me croyais dans un conte de fées. J'avais réussi, tout comme Fanfreluche, à entrer dans le livre. J'ai adoré tous les segments du Camino français. Les différentes facettes que plusieurs ont tendance à sauter,
la meseta, l'entrée et sortie de Burgos, Léon. Moi, j'ai tout aimé. Je me suis même demandé si j'étais pas dans un monde parallèle, parce que tout le monde me disait des côtés négatifs, puis même dans certains livres, me disait ah, tu devrais sauter l'entrée, la sortie des grandes villes. Moi, j'allais tout marcher, puis ça a bien été. J'ai trouvé ça beau. Moi, j'ai pas rien à dire, j'ai adoré. 85% à 90% de mon chemin était en silence. Le 10 et le 15% étaient lors de mes arrêts à des cafés et aux gîtes. J'ai fait de très belles rencontres, de belles personnes avec des belles âmes que j'ai eu la chance de croiser, qui encore aujourd'hui, je reste en contact avec eux. J'ai découvert des villages, des villes fascinantes. Plusieurs coups de cœur. J'en ai des coups de cœur, beaucoup. Je ne peux pas toutes les dire. Des incontournables, par contre, Zabaldika, pour la communauté religieuse des Sacré-Cœur, où j'ai fait sonner la plus vieille cloche en bronze de Navarre. Navarre, c'est la province en Espagne, pour envoyer un message en vibration à l'univers. Et leur souper communautaire, tout comme à Grenoble et Antanas, pour les religieuses qui soignent les pieds des pèlerins avec des massages aux huiles essentielles. C'est gênant, mais quand quand la religieuse vient te voir, viens ici, on est un endroit où on soigne les pèlerins, puis on voit que tu as discuté avec ta cheville, on va te faire un massage. C'est la première fois qu'une religieuse me masse les pieds, mais c'était vraiment incroyable. À ces endroits aussi, il y avait des partages autour de cierges, dans l'église même. Le soir, c'était incroyable. Ça nous permettait de connaître un peu mieux les pèlerins avec qui qu'on marchait, avec qu'on entrecroisait. Souvent, on va rencontrer les mêmes pèlerins. Puis dans ces partages-là, dans l'église, avec les cierges, c'était chaleureux. Les religieuses, il y a plusieurs communautés religieuses qui sont à voir, extraordinaires, à découvrir. Prenez le temps de visiter aussi le Greno, Vienne, Ocebrero, Ponfedera. Allez visiter le château des Templiers, Astorga, allez au palais de Gaudy, allez les visiter. C'est des prix spéciaux pour les pèlerins. C'est 5 € pour prendre le temps de, pas juste passer au travers de la ville, mais aller voir. J'ai passé 3 heures à Ponfedera. Difficile de nommer toutes les villes à ne pas manquer. Allez-y en prenant votre temps. N'hésitez pas à prendre les chemins alternatifs non plus. Un peu plus long, mais tellement plus beau. Mazarif, le détour de Mazarif, j'ai adoré. Le monastère de Samos vaut le détour. Je vais maintenant élaborer sur mon volet un petit peu plus spirituel que j'ai vécu sur le chemin mythique. Premièrement, le premier miracle, vous êtes témoin, c'est que j'ai été capable de le faire et revenir sain et sauf. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été un miracle. Je vais vous parler de mes autres miracles un peu plus tard. Pour commencer, je vais vous dire que j'avais apporté avec moi une roche, une pierre, qui représentait un fardeau, du ressentiment, de la haine, de la colère, de la peine, de la souffrance, nommez-les toutes, que je voulais plus porter sur mes épaules. Ça, j'ai amené ça. Puis ma roche a commencé à se désintégrer tranquillement à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai pu parsemer le chemin de ma pierre comme le petit pousset. J'ai laissé des petits morceaux de moi aux endroits symboliques. Tout le long du parcours, il y a des endroits où on peut laisser un peu la pierre. Jusqu'à la fameuse croix de fer, où il y a une énorme lâcher-prise à faire en déposant le restant de ma roche. Je me suis dit, ouf, OK, c'est fini, je m'en débarrasse, on n'en parle plus, bon débarras. La croix de fer représente un lieu très symbolique sur le chemin depuis des siècles et des siècles. C'est un moine ermite qui a placé cette croix au XIe siècle. La croix originale est gardée dans le palais à Astorga. Ça a été un moment très émouvant pour moi. Ça a été libérateur aussi de déposer cette roche. Libérateur comme quand j'ai fait sonner la cloche à Zabaldika, à Porto Marine et la cloche de la gratitude dans un autre petit village. Un moment libérateur pour moi a été la montée vers Alto del Pardon. C'est la colline du pardon, où j'ai demandé pardon en marchant, en la montant, qui est très longue, à tous ceux que j'ai volontairement et involontairement blessés. Les soupers communautaires dans les gîtes paroissiaux
sont une expérience à ne pas manquer. C'est un sentiment de bien-être. Partager un repas communautaire entre différentes nationalités et langues, où la bienveillance, l'entraide, l'amour, le respect est au rendez-vous. C'est très, très ressourçant. On se parle entre nous autres de nos anecdotes aussi de la journée, on se montre nos ampoules, quel diachylon est meilleur, on peut parler de nos aventures, c'est incroyable les repas communautaires. Imaginez si chaque pèlerin pouvait apporter cette bienveillance à la maison, dans sa communauté et au travail, comment le monde pouvait être meilleur. Ça me touchait de voir toute la bienveillance, là, puis je me disais, pourquoi qu'on ne rapporte pas ça? Il y avait des Allemands à côté d'un Juif, il y avait de toutes les nationalités, la Corée du Nord, puis tout le monde, l'entraide est tellement, tellement présente. C'est mon plus grand souhait, c'est que tout le monde, si chaque pèlerin, il y en a des milliers par année qui arrivent à Saint-Jacques, pouvait revenir à la maison avec la bienveillance envers autrui, l'entraide, ça serait bien, je trouve, dans la communauté, dans son travail, à la maison. On dit que le chemin nous donne ce que nous avons besoin, et moi, c'était la solitude, la paix. Me retrouver juste moi, tout seul, à marcher avec la faune et la flore. J'ai été gâtée. J'ai croisé des centaines d'animaux qui m'ont dit « Buen camino ». La première petite créature a été l'escargot à Saint-Jean-Pied-de-Port, que j'ai remarqué. Il faut dire que je m'étais ouverte à recevoir tous les messages du chemin. Le soir, avant mon départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais été allumer un cierge. Et c'est 2 au fond. J'ai dit, je ne prends pas de chance, c'était 2 €, j'ai dit, on prend 2 cierges. J'ai demandé que le chemin me donne ce que j'avais besoin d'apprendre et de savoir. Je l'ai vraiment été sincère dans mon intention. J'ai dit, faites-moi comprendre qu'est-ce que j'ai à apprendre et à savoir. Le chemin m'a effectivement parlé dès mon départ. Donc, l'escargot, je l'ai pris comme un signe de « Prends ton temps, José, tout le monde arrive à bon port à son rythme ». Le chemin m'a appris, à sa façon, des petites leçons de vie que je vais vous partager. Premièrement, dans les Pyrénées, on regarde devant soi et on voit l'effort qu'il va falloir faire pour monter. Puis on est comme un peu découragé, mais c'est surprenant comment que la difficulté disparaisse quand on le fait, l'effort, en l'affrontant. Ça a été beaucoup mieux de ce que je pensais. Première leçon, ne pas sous-estimer nos forces intérieures pour affronter nos obstacles. À d'autres occasions, par contre, on pense que l'on atteint le sommet, mais la route nous joue des tours, j'imagine comme la vie. Au tournant, nous attend une autre colline à monter. Ça, c'était moins le fun. Mais on va toujours plus loin, plus haut, pour finir par une récompense. Ici, c'est de voir l'infini, où je me sentais plus près de mon fils dans les nuages. Un matin, en sortant d'un village, je pouvais voir au loin un chemin qui montait dans la montagne. Une autre montagne à franchir. Oh mon Dieu, toute une montée qui m'attendait. J'étais un peu découragée. J'aurais aimé avoir une journée de plat et j'ai chialé pendant plus d'1 heure. Donc, je n'ai pas apprécié ce qui m'entourait et tout ça pour le rien. Tu sais, je me disais, ça se peut-tu, il fait chaud, j'ai une autre journée. Il me semble qu'on pourrait-tu avoir une journée de plat? Puis là, mais je suis toute seule, je parle toute seule dans le chemin. Puis à un moment donné, une flèche qui m'indique de prendre la gauche. J'évitais la fameuse montée que je pensais que j'avais chialé pour le rien. J'étais trop contente de ne pas avoir à franchir la montagne. Et là, bang, j'ai compris. Leçon numéro 2, on perd notre temps à s'inquiéter pour le rien. Combien de fois dans ma vie que j'ai spéculé pour le rien avant que le problème arrive, angoissé, chialé, pour finalement me rendre compte que le problème n'est jamais arrivé. Une autre fois, le chemin m'a donné une autre leçon, de ne pas juger. J'avais été témoin à quelques occasions de gens qui partaient le matin en se trompant de bâton. Je me disais dans ma tête, oh là là, il faut-tu être assez perdu de partir avec les bâtons d'un autre? J'ai dit, mon Dieu, que les gens sont perdus. Cela dit, un bon matin, vous vous en doutez, en sortant d'une église, j'avais arrêté visiter, j'avais arrêté visiter une église. Je laisse mes bâtons à l'entrée. En sortant, après avoir allumé mon petit lampion, fait ma petite prière, je prends mes bâtons et je repars, continuant
Je continue ma route jusqu'à temps qu'une demoiselle vient à ma rencontre, tout essoufflée, en me disant que j'avais pris ses bâtons. Quoi? Moi? Fait que là, je regarde mes bâtons. Ils sont la même couleur, il faut dire qu'ils sont gris. Effectivement, elle avait raison. Wow, j'étais à mon tour la perdue, la mélangée. Tout le monde peut faire des erreurs, même moi. Leçon 3, l'humilité et le non-jugement, checklist. J'ai toujours pensé aussi que rien n'arrive pour le rien. Quand j'ai eu mon entorse, ma tendinite, j'ai été bloquée pour 2 jours. J'ai pris ça comme un signe. J'avais cette réflexion-là quand j'étais assise à une terrasse, tout près de la vieille église où je dormais, exactement à la même place où j'avais soupé la veille. Même table, même endroit, même vue, même mural. Je me suis rendu compte tout d'un coup que je voyais des choses que je n'avais pourtant pas vues la veille. Le nid de cigogne sur le clocher de l'église. La murale, il y avait une madame qui aidait le cordonnier, que je n'avais même pas vu la veille. Pourtant, je les avais pris en photo. C'est ça, sur la fresque. Je n'avais pas remarqué que la femme l'aidait, pourtant, j'avais regardé cette même photo la veille. Combien de fois on peut regarder sans vraiment voir, trop préoccupé par nos problèmes? Leçon numéro 4, prendre le temps de regarder et de voir. Le fameux temps que tout le monde court après, que nous n'avons jamais ou que nous ne prenons pas. Autre leçon, on peut voir notre objectif, mais ça prend plus de temps pour l'atteindre de ce que nous pensons. Et le chemin me l'a dit quand j'étais en route vers Burgos. À un moment donné, après une montée, je vois les lumières de la ville au loin. C'était trop le matin, j'étais partie très tôt pour arriver justement à Burgos pour venir aller visiter la ville. Fait qu'il faisait encore noir, mais je voyais, après avoir monté, j'ai vu Burgos au loin, toutes les lumières de Burgos. Puis je me suis dit, wow, déjà arrivé. Franchement, ça a bien été. Je suis tout proche. Mais j'ai dû marcher une dizaine de kilomètres avant d'arriver à Burgos. Roncevaux aussi m'avait joué ce tour-là. On voit Roncevaux, mais on a plusieurs kilomètres avant d'arriver. Le chemin ne m'a pas seulement donné des leçons de vie, il m'a aussi offert de très beaux cadeaux. En marchant, j'espérais toujours de voir un troupeau de vaches sur mon chemin. Puis, un après-midi, j'étais en train de monter une petite butte. Avant l'intersection, le chemin me fait tomber. Par le temps, je me lève avec mon sac à dos qui faisait 20 livres. Je vois arriver un beau troupeau de vaches à ma gauche. Mais si mes genoux n'avaient pas mordu la poussière, je l'aurais manqué. Ça valait la peine de tomber. J'essaie d'arrêter à un café pour un petit 10 minutes, panser mon genou, parce que ça saignait. Mais si je n'étais pas arrêtée à cet endroit-là encore, j'aurais manqué mon 2e troupeau de vaches. C'est pas lui, par exemple. Attends. C'est la vidéo. Oui. On va recommencer. Oui. C'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça. Là, j'ai dit merci au chemin. C'est assez pour moi, les vaches. J'étais satisfaite. On va quand même les regarder. Ben oui, on va les regarder. Elle est de petite taille. Oui, il faut faire attention à ce qu'on souhaite dans la vie. Autre beau cadeau du ciel. C'est le cas de dire du ciel. Comme je voulais arriver, comme je l'ai dit tantôt, arriver en matinée à Burgos pour pouvoir la visiter, j'ai parti d'Ataturpa, en noirceur. En sortant, j'ai remarqué, oh my God, un magnifique ciel étoilé. Mais un ciel comme j'avais jamais vu. Comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, noir, bleu, avec des milliers d'étoiles. En bonus, j'ai eu droit à un magnifique lever du soleil.
j'ai répété cette expérience, car je trouvais ça trop extraordinaire, de partir tôt pour voir le lever du soleil. Meilleur endroit a été à Ocebrero. J'ai été gâtée par des petits miracles. Avoir un lit à Borda, sans réservation, dans une ancienne petite bergerie, qui coupe la première étape en deux. Le fait qu'une parfaite étrangère, en me voyant boiter, me donne des anti-inflammatoires prescrites par son médecin. Je l'ai pris comme un miracle car j'avais vraiment mal et c'était tellement enflé. Cela m'a donné un répit jusqu'à temps que je vois moi aussi à mon tour un médecin qui va m'en avoir prescrit. Puis ça, il n'y a aucun problème au niveau médical. C'est vraiment facile d'accès dans les cliniques. Les médecins, le temps d'attente est moins long qu'ici. C'est pas dur à voir, c'est ça. J'ai pris aussi comme petit miracle le fait qu'à 3 reprises, je me suis fait dire non, qu'il n'y avait pas de lit, qu'il n'y avait plus de lit pour moi, mais j'ai quand même resté à ces endroits pour me reposer ou pour prendre un café, pour finalement me faire dire que, on en a trouvé un lit, qu'il y avait une possibilité d'un lit pour moi. Petite leçon aussi, ne pas baisser les bras au premier non. Mais mon plus grand miracle a été pendant ma nuit à Zubiri. Depuis le décès subi de mon fils, de Jean-Philippe, qui avait seulement 27 ans, la seule chose que je souhaitais le plus profond de mon cœur était de pouvoir le prendre dans mes bras encore une fois. Puis j'ai été exaucée. Il est venu me voir dans mon rêve. J'ai dit, oh mon Dieu, Jean-Philippe, t'es là, qu'est-ce que tu fais là? On s'est pris dans nos bras. Je l'ai serré tellement fort, c'était tellement réel. Je pouvais même sentir sa peau dans son cou, son linge, la même odeur, ses bras autour de moi. C'était vraiment intense. Puis il me dit, tu sais maman, je t'aime, hein, tu sais que je t'aime en te frottant le dos. On a pu parler quelques secondes avant qu'il disparaisse, finir une conversation non terminée. C'est pour ça que son nom est inscrit sur ma Compostela. Le certificat en latin qui atteste que nous avons marché le chemin de Compostelle. À la question, avez-vous été accompagné ou vous l'avez fait seul? J'ai répondu, non, mon fils est avec moi. Donc, le monsieur a inscrit le nom de Jean-Philippe. C'est à ce moment-là que mes larmes ont coulé. C'est les yeux mouillés que j'ai assisté à la messe du pèlerin à la grandiose cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, San Diego. Malheureusement, l'encensoir ne fonctionnait pas. C'est juste une partie remise pour moi en avril prochain. J'ai beaucoup de gratitude, de reconnaissance envers le chemin qui m'a aussi appris à vivre avec seulement le strict nécessaire. 1 mois et demi, 2 t-shirts, 2 paires de pantalons, une paire de souliers. C'était vraiment, ça nous a permis, quand on arrive à la maison, on apprécie nos essuie-mains, nos serviettes, quand on prend notre douche, nos draps, on apprécie tellement tout, là. Ça m'a permis de voir qu'on peut vivre avec le strict nécessaire. Merci à la vie de toute l'abondance qu'elle me donne. Comme vous pouvez le constater, le chemin m'a fait grandir. Ce qui est magnifique dans cette histoire-là, c'est que je sais qu'un jour, mes filles vont y aller. J'ai laissé en héritage une capsule temporelle que j'ai enterrée à la Sainte Vierge entre Borda et Roncevaux. Elles vont y trouver une lettre, des photos, des objets que j'ai laissés pour eux. Je pense que c'est le plus bel héritage que je pouvais leur donner, leur faire découvrir le Camino française en espérant qu'elles vont être aussi émerveilleuses que moi je l'ai été. Ma fille est ici ce soir. Oui. Avant que l'on débute la période de questions, il faut que vous gardiez en tête là, que je suis qu'une novice. J'ai seulement fait un Camino. Puis, je vais essayer de répondre à vos questions du mieux que je peux, au meilleur de ma connaissance. J'ai commencé juste au mois de mars à joindre le groupe. Merci. C'était un peu des petits obstacles. Oui. Est-il possible de camper? Oui. Oui, il y a des endroits spécifiques. Moi, je ne suis pas bouviaque. Il faut penser au poids aussi. Hein? Parce que j'avais pensé, à un moment donné, ça m'a effleuré, pas longtemps. Là, j'ai revenu sur terre pour moi. Parce que c'est le poids. C'est qu'il faut que tu traînes ta tente. Puis les trucs pour faire cuire et tout. Fait que pour moi, c'était pas...
c'était pas dans... parce que, je sais pas, je ne l'ai pas fait, mais je trouve que les gens qui vont camper, mais il manque le côté des soirées, prendre une tisane avec d'autres pèlerins, puis les soupers communautaires, puis le contact là, de... La douche. Oui, la douche, c'est vrai. Ah oui, la douche qui, comme je vous l'ai dit, c'est de la baignette. Il ne faut pas le dire. D'autres questions, oui? Combien de kilomètres environ par jour? Oh, mon Dieu, moi, c'est pas la bonne question à moi parce que j'étais très instable. C'était pas rien de fixe. Il y a des journées, j'ai été jusqu'à 28 kilomètres dans la Meseta. Mais c'était bien, c'était du plat. Puis cette journée-là, j'étais en forme. Et je me suis levée en forme, puis j'ai dit, je rencontrais souvent, on s'entrecroise des amis du Camino, puis les autres ils ont dit, ils avaient déjà réservé. Fait que je les ai perdus, parce que moi, j'ai dit, non, moi, je continue, ça va bien aujourd'hui. Fait que je m'avais rendu à 28. C'était mon maximum. Mais il y a des journées où il y a beaucoup de dénivellation. Ça monte, ça descend, ça monte, des descentes incroyables. Ben, je pouvais faire 7, 10, 15. C'est ça, entre 7 et 28, dépendant du terrain. Oui. Les journées se terminent environ 1 heure. Ah, bon, ça, c'est une bonne question. Au début, ben, tu sais, quand on ne sait pas, moi, je prenais mon temps, puis j'arrivais à 4 heures, 5 heures dans les villages. Mais il faut dire, au début, il faisait froid. Moi, je suis partie en avril. Il neigeait. Moi, ça avait fermé le chemin de Napoléon que je pouvais prendre. Il y avait une grosse tempête de neige, puis il y avait eu 13 personnes qui avaient fait des secours en hypothermie. Fait que moi, il faisait froid, mais... attends, là, j'ai perdu mon fil, tu vois. Où je viens de dire ça m'arrive toujours. Pardon? L'heure d'arrivée. Oui, l'heure d'arrivée, merci. Puis là, à un moment donné, quand la chaleur a pris, je me rends compte que j'aimais mieux partir plus tôt. Normalement, pour moi, je partais vers 7h, 7h30. Tout le monde, de toute façon, les auberges, il faut quitter pour 8h. Il n'y a plus personne, tout le monde est mis dehors à 8h. Le maximum. Puis déjà, il faut que tu partes, là. Fait que, normalement, à 7h, 7h30, je partais. Mais j'arrivais quand même, moi, à 4h, 5h. Puis quand les gens arrivaient à 1h, puis je voyais que les gens, il y avait déjà... parce que vous savez qu'un pèlerin, ça ne chôme pas. On arrive, on prend notre douche, puis il faut laver notre linge, parce qu'on a juste 2 t-shirts, 2 pantalons, 2 petites culottes, tout en 2. Donc, en arrivant, on prend notre douche pour laver le linge qu'on a porté à la main. Hein? Il y a des endroits pour laver dehors. On étend sous la corde. Là, c'est les traitements des pieds, la crème et tout. Préparer. Souvent, on va aider à préparer aux religieuses les repas communautaires. On va aller couper les légumes et tout et tout. Fait que là, je me suis rendu compte que c'était mieux d'arriver un peu plus tôt. Mais pour moi, j'ai décidé vers peut-être les 3 quarts, je pense que je vais prendre un peu moins de photos. Puis je vais marcher un peu plus rapidement pour arriver au moins vers 1h, 2h, finir ma journée là. Mais moi, je n'avais pas ça pour prendre mon temps. C'est que j'ai décidé, OK, je vais prendre le même temps, mais je commence à 4h30. Il y a des gens déjà qui partaient qui se levaient à 4h du matin. Souvent, les gens vont aller essayer au moins 3-4 fois dans leur chemin, partir à 4h30, 5h du matin. Mais j'ai pas eu ça, parce qu'on a le lever du soleil, puis on a le ciel étoilé comme qu'il n'y a pas ici. J'ai jamais vu. Tu sais, vous voyez la photo là, du Petit Prince, là, Saint-Exupéry, là, mais c'est ça. C'est exactement les 1000 étoiles. Donc, normalement, c'est à 1h, 2h de l'après-midi qui est l'idéal pour prendre une petite bière, ceux qui prennent une bière dans les cafés, terrasses. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y avait des peurs que vous aviez avant que vous avez surmontées pendant? Non. Honnêtement, je suis peut-être naïve ou quoi, mais j'avais même pas eu peur de partir. Là. Ouais. Je pense que les autres ont eu peur plus pour moi. Là. Non, c'est vrai. Il y a eu bien des bons. Tu sais, ils disent, ben voyons donc, t'es-tu folle? Voyons donc, il y en a qui se préparent depuis 1 an. Moi, non, je n'avais pas peur. Oui, Hilaire? Est-ce que tu marchais tous les jours de la semaine ou t'arrivais de prendre une pause? Je marchais toujours, à tous les jours, mais mon intention, c'était d'arrêter
à des endroits, mais finalement, quand j'étais rendue là, je me disais, ben, écoute, non, je suis correcte pour marcher encore. Mais quand je me suis blessée, là, j'ai arrêté 3 jours. Parce que là, il fallait que je me repose pour m'entendre dire. Mais c'est bizarre, parce que moi, je m'avais dit, oh non, je veux... mais je marchais tous les jours, mais des fois, je faisais des petites journées de 7 km. Comme je voulais visiter Pampaloune. Moi, c'était important pour moi. J'ai toujours aimé l'histoire. Donc, j'avais resté comme à peut-être 5 km avant Pampaloune. Puis là, le matin, à 7 heures, j'étais là, ben, à 8, 9 heures, 10 heures le matin, j'étais déjà rendue à Pampaloune. C'est que j'ai visité toute la journée Pampaloune. Fait que c'est comme ça que j'ai pu visiter comme Burgos. J'étais là à 10h30 le matin. Mais on peut, si on veut, pas obligé de marcher à tous les jours. Ouais. Oui? Vous avez dit que vous aviez des soupers communautaires. Avez-vous des déjeuners communautaires? Oui. C'est dans tous les auberges? Non. Il faut prendre... Parce que à 4h30, le déjeuner communautaire, ça va être plus rare. Non, c'est ça. Ceux à 4h30, là, tu le manques. Les déjeuners communautaires sont à 6h le matin. Oui. Le souper communautaire? Il était avec l'Église, dépendait si on va à la messe. Certaines communautés préféraient qu'on aille à la messe et après ça finir avec le souper, pas la cérémonie, mais l'office était à 19h souvent. Oui. Puis, parce qu'en Europe, on soupe, de toute façon, les restaurants sont tous ouverts, commencent à être ouverts tard. Fait que c'est 19h normalement le souper communautaire. Oui. Ah, je pense que j'avais une main levée. C'est toi? Moi, José, Oui. tu as parlé que tu prenais des médicaments, t'en prends, etc. Qu'est-ce que la Josée d'après a de différent avec la Josée d'avant? Qu'est-ce que ça a changé dans tes vies? Bien, ça m'a donné le goût, ça m'a donné un but, je pense. Tu sais, comme j'étais... c'est arrivé une tragédie, j'ai arrêté de travailler à cause de ça, puis j'étais pas bien. Mais j'avais plus bébé beaucoup. Une chance que ma petite fille, j'avais quand même le cadeau de Jean-Philippe. Là. Mais là-bas, c'est que quand que j'ai su que je partais, ça m'a comme... c'est difficile à expliquer. C'est comme une force, une énergie, un enthousiasme, une folie, pas passagère, parce que je l'ai encore, mais c'est comme... c'est ce qui m'a changé assez pour... Regarde, le médecin, je l'ai revu, là, j'ai dit, Spier, comment ça va? Ça va bien. Oui, comme... Ah, avez-vous... Non, pas tout. Fait que... est-ce que vous pensez... Non, moi c'est marcher que je veux, là. Tu sais, je veux marcher, rencontrer des gens, avoir des soupers communautaires, les animaux, tout ça. Ouais. Dans le fond, ta pierre ou tes pierres, tu les as laissées ici avant de partir. Non, par exemple, parce que j'avais... Ça, il y avait d'autres choses aussi, là. Oui, j'ai des affaires personnelles que je ne voulais plus traîner avec moi, là. Non, il y a eu du ressentiment, de la colère, des événements dans ma vie avant aussi, que je voulais rester là-bas, là, tu sais. Puis ça restait eux autres, ils en ont des problèmes, là, en Espagne, ils ont tous des problèmes. Ouf! En plus de tout le monde, là. Oui, d'autres questions? Oui. Juste une petite Oui. précision. Quelle date exactement tu es arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port? Le 25 avril. OK. Ben, excuse-moi. Je suis arrivée le 22 avril. OK. Oui. Je suis arrivée le 22 avril par Biarritz, en train. Mais j'ai commencé à marcher le 25. Ouais. Puis j'ai fini de marcher le 8 juin, mais je suis arrivée ici au Canada le 11. Parce que je voulais faire ma touriste. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, des occasions de bénévolat, je suis content que François pose la question, là, ça m'a allumé. Il y a plein des moyens de contribuer au chemin. C'est pas juste d'aller marcher. On a François qui a été au bureau des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port avec son épouse pendant une semaine pour accompagner, assister, guider les pèlerins qui partaient de Saint-Jean-Pied-de-Port. On a Louise qui était hospitalière à Conques. On a Jean-François qui est hospitalier présentement. On a Michel Plamondon qui était hospitalier. Puis lui, c'est intéressant parce que Michel n'avait pas postulé pour être hospitalier. Il est arrivé à Conques. Il dit j'ai du lousse. J'ai eu besoin d'un hospitalier. Qui est hospitalier combien de temps, Michel 7 jours. 7 jours. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Il y a plein de façons
de vivre le chemin. Ça fait que même après qu'on n'est plus super en forme pour marcher, des fois, on peut faire d'autres choses, puis voir des pèlerins, puis être dans l'esprit du chemin. C'est quoi un hospitalier? C'est une personne dans un refuge, soit religieux, municipal, un gîte d'État, qui vous accueille. Des fois, c'est lui qui va faire la bouffe, des fois, c'est lui qui va faire le ménage, des fois... Jean-François Clément, qui est hospitalier présentement, lui, il a un job de rêve, c'est lui qui s'occupe du vin pour le souper. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai oublié de dire. Les soupers communautaires, là, on mange vraiment, c'est des plats qui nous servent tout sur la table, c'est pas des assiettes individuelles, c'est pas un buffet. Les plats sont sur la table, des soupières avec des soupes, des plats, mais aussi du vin. Des cruches de vin. Il en donnait une cruche là, pour 4 personnes. Puis s'il y en avait d'autres, vraiment, là, c'est plus facile d'avoir du vin que de l'eau. Parce que moi, je voulais avoir de l'eau Perrier, mais on se contentait du vin. Bien, le gîte, souvent, c'était compris. Bien, des fois, c'était 10 € de plus. Mais il y a beaucoup d'endroits que j'ai été, c'était donativo. On donne qu'est-ce qu'on peut. On peut donner 10 € comme qu'on peut. C'est un don. Que souvent les religieux, comme à Zabaltica, c'était des dons. Ouais, c'est vraiment bien. Mais normalement, c'est 10 €. J'en ai vu un à 13, qui était un peu plus élevé. Le maximum, c'est 13 €. Moi, j'ai une question. Vous avez mentionné que vous alliez, avant le repas, aller À la messe. Après, il faut manger. Mais là, à quelle heure que tu te couches? C'est 9h30, 10h. 10h30, les lumières sont éteintes. C'est silence complet. C'est un règlement. Je suis bien content. Oui, bon, oui, aussi. Ah oui, 10h30. Puis même à Roncevaux, c'est électrique, là, ça, tout d'un coup, pouf! Ah oui. Oui, il faut que tu sois couché. Mais moi, j'étais couché, ça faisait longtemps, mais quand ça, par exemple, à 6h le matin, pouf! Ça se rallume. Puis avec des chants gothiques. Oui, à Roncevaux, c'était incroyable. C'est des monastères. Hein. Puis ça, comme ça bosse aussi. Aller coucher dans des monastères, ça vaut le détour. C'est vrai qu'il y a certains endroits, je trouvais que je me suis plaint en disant à mes amis, je pense qu'ils me prennent pour une bouteille de vin. Je suis dans une cave à vin. Il n'y avait pas de bouteille de vin, mais ça me faisait penser l'eau, les pierres, les châteaux. Tu sais que c'était vraiment tout en pierre des champs. Puis c'était humide, c'était sombre, comme si j'étais dans un cave à vin. Là. Ouais. Mais c'est un cachet, hein? Ouais. Sur le coup, c'est sûr qu'on trouve que notre sleeping bag, il est trempe le matin, c'est humide. Puis là, mais après ça, on en rit, tu sais. Ouais. C'est des expériences, là. C'est sûr qu'on n'a pas de confort de notre lit, là. Non, du tout. Mais c'est un autre miracle, ça, du chemin. Je pense que... Moi, je suis une dormeuse. Puis, j'avais besoin juste de 4 heures de sommeil à peu près là-bas par nuit. C'est un autre miracle. Je pense que, je vous dis, là, le vin est béni, l'eau est bénite. Pas besoin de dormir. On se réveille fraîche et dispo. Que moi, d'habitude, j'aurais fait du snooze. Mais non, je pense que c'est l'énergie aussi. Là. C'était l'adrénaline qui était à la puissance 10. Là. Ouais. Parce que des fois, je me souviens d'avoir regardé ma montre parce que tout le monde dormait. Je disais, vont-tu se réveiller? Là? 5h30. Mais moi, 5h30 chez nous, je dors. C'est la nuit. Ouais. Bon, y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup, Bienvenue. Joseph.